Dans les années 60 et 70, on parlait du structuralisme, comme d'un phénomène global, et on associait toujours une liste de noms, Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Barthes. Une association que Lévi-Strauss a toujours dénoncée comme un amalgame erroné résultant de faux-semblants. Cependant, il y a bien eu un moment, une ambition structuraliste. Avec Didier Ribon, nous revenons sur cette petite révolution intellectuelle, sur ses origines et ses héritiers. Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment-là, mais où on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs, et notamment une boule de pissenlit, que je suis devenu, ce que je ne savais pas encore s'appelait structuraliste, en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés. Didier Ribon, vous avez régulièrement rencontré Claude Lévi-Strauss, donc sa voix vous est familière. Vous l'avez rencontré régulièrement lorsque vous étiez journaliste au Nouvel Obs. Votre réaction à cette archive? C'est un très beau moment, une très belle phrase quand il explique la naissance de sa pensée structuraliste parce qu'il regardait une boule de pissenlit. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un souvenir recomposé, parce qu'il a donné d'autres origines de son structuralisme, notamment les tableaux de Georges Braque, puisque dans sa jeunesse, il s'est beaucoup intéressé à la peinture contemporaine, à Picasso, à Braque, et il a donné aussi, par exemple, l'agencement des rues à São Paulo quand il était enseignant à l'université de São Paulo dans les années 30. Mais je dirais que la naissance du structuralisme, pour Claude Lévi-Strauss, c'est quand même la lecture d'un certain nombre d'auteurs et la rencontre d'un certain nombre d'auteurs, notamment quand il est à New York en exil pendant la guerre, la rencontre avec Roman Jakobson, le grand linguiste. Et comment fonctionne l'analyse structurale? Un des grands principes de l'analyse structurale telle que Lévi-Strauss l'a pratiquée, et qui est d'ailleurs la définition même de la pensée structurale, qui est que les éléments d'un ensemble n'ont pas de signification en eux-mêmes, mais ne prennent leur signification que dans cet ensemble, dans le jeu des relations qui lie et oppose chacun des éléments. C'est la phonologie de Roman Jakobson qui l'a importé dans l'analyse mythologique. Les éléments d'un mythe n'ont pas de sens en eux-mêmes, pas de signification en eux-mêmes, ils n'ont de signification que par rapport à d'autres éléments de ce même mythe. Ce qui veut dire que d'une tribu à l'autre, d'une population à l'autre, le même élément peut avoir des significations différentes, car il entre en relation d'un système de relations différentes avec d'autres éléments, et c'est on peut dire c'est l'ensemble constitué par ce système des relations qui donne à chaque élément sa signification dans ce cadre-là. Donc, ce qui est fondamental dans la pensée structurale, c'est que c'est une pensée donc de la structure. C'est la structure qui nous permet de comprendre ce qu'est un élément et non pas l'élément qui nous permet de comprendre ce qu'est la structure. Il y a quand même un jeu, évidemment, dans les deux sens. Donc, la pensée structurale est une pensée de la relation, une pensée relationnelle. On ne peut pas aborder les éléments séparément dans un mythe. Si vous avez un ours ou si vous avez une telle ou telle plante ou tel oiseau, cet élément-là ne prendra son sens, sa signification dans un mythe que par rapport aux autres éléments qui font partie de cette histoire, de ce récit que raconte un mythe. Et Claude Lévi-Strauss, dans le premier tome des mythologiques, Le cru et le cuit, fait reposer la comparaison autour justement de cette distinction, de cette opposition de contraires, le cru et le cuit. Est-ce que c'est ce type de contraire qu'il peut faire varier pour les retrouver à travers d'autres types d'oppositions ? Oui, il y a les grandes oppositions qui sont évidemment le chaud et le froid, le cru et le cuit. Le cru et le cuit, enfin, c'est un élément fondamental des systèmes de relations, mais il y a le chaud et le froid, il y a la lumière et l'obscurité, il y a la terre et le ciel, le sec et l'humide, bien sûr. Donc il y a tout un système d'opposition qu'on voit fonctionner dans les mythes et ce sont ces systèmes d'opposition qui permettent de comprendre en effet les récits mythologiques et c'est la structure qui leur donne
donnent leur signification. Il y a eu plusieurs structuralismes. Lévi-Strauss n'a jamais voulu qu'on dise qu'il était l'inventeur du structuralisme, parce que c'est toujours référé à des gens qu'il considérait comme ses aînés, comme ses prédécesseurs, notamment Roman Jakobson et Georges Dumézil, qui avait une dizaine d'années de plus que lui. Et l'ambition de ces penseurs structuralistes était différente, puisqu'ils travaillaient dans des domaines différents. Dumézil dans le domaine de la mythologie comparée, de l'histoire des religions, et Jakobson dans le domaine de la linguistique. Et je dirais que Lévi-Strauss a un peu capté les deux démarches de ceux qu'il considérait comme ses prédécesseurs pour en faire quelque chose de très personnel, qui a porté d'abord sur les structures de la parenté, mais ensuite les mythologies des tribus amérindiennes, que ce soit de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord. Son ambition a été de produire une analyse de ces mythologies qui, pour lui, relevait d'une construction rationnelle, d'une perception rationnelle du monde, et non pas, c'était pas comme des rêves enfantins. Ces mythologies étaient aussi rigoureuses rationnellement, logiquement, que le savoir scientifique de nos sociétés occidentales évoluées, mais simplement c'est une logique du concret, donc une logique articulée aux éléments concrets, les animaux, la végétation, les éléments climatiques, etc. Didier Ribon, je voudrais venir avec vous sur l'héritage structuraliste. Vous avez travaillé aussi à une biographie de Michel Foucault. Vous avez publié un livre d'entretien avec Georges Dumézil et ce livre d'entretien avec Claude Lévi-Strauss, De près et de loin, paru chez Odile Jacob en 1988 pour sa première édition. Alors, j'aimerais revenir quand même sur ce que le structuralisme avait de radicalement nouveau à cette époque-là. En fait, Lévi-Strauss a fasciné toute une génération de jeunes intellectuels, jeunes philosophes, jeunes sociologues, à la fin des années 50 et début des années 60. C'était un paysage intellectuel et philosophique qui était dominé par la figure de Sartre, par la phénoménologie, Sartre et Merleau-Ponty. Et un certain nombre de gens ont voulu échapper à cette domination de l'existentialisme et de la phénoménologie, de la philosophie du sujet, de la conscience, etc. Enfin, c'était le principe de Lévi-Strauss, ne pas prendre il faut pas constituer l'homme, il faut le dissoudre. Et dissoudre l'homme voulait dire dissoudre l'homme comme objet de l'analyse. On n'analyse pas, on cherche pas à analyser l'homme, mais les systèmes et les structures dans lesquels nous sommes tous pris, les structures de la parenté, les structures mythologiques, les structures du langage. Et donc, c'est porter l'intérêt sur les structures. Quand nous parlons, c'est pas la conscience qui détermine le langage, c'est le langage qui impose des règles, des structures, de la même manière pour la parenté, et tout un ensemble de pratiques sociales qui sont déterminées par des règles. Et donc, Lévi-Strauss, avec cette approche-là, a fasciné toute une génération qui était un peu fatiguée de l'existentialisme. Il y avait la grande polarité Sartre-Lévi-Strauss, et beaucoup de jeunes chercheurs se sont reconnus dans la démarche de Lévi-Strauss qui apparaissait plus rigoureuse, plus scientifique, et donc il est devenu une référence majeure pour beaucoup de gens. Et si vous prenez la génération des intellectuels qui a suivi Lévi-Strauss, vous voyez bien que à peu près toutes les œuvres qui se sont élaborées dans les années 60 et 70 sont passées par à la fois une référence quasi nécessaire à l'œuvre de Lévi-Strauss, une explication avec l'œuvre de Lévi-Strauss, souvent une explication critique, mais malgré tout, l'œuvre de Lévi-Strauss reste omniprésente. Si vous prenez un livre comme celui de Jacques Derrida, de la grammatologie, c'est une explication avec Claude Lévi-Strauss, c'est en 1967, je crois. Et si vous prenez un livre comme celui de Foucault, Les mots et les choses, en 1966, il est évident que Foucault s'appuie sur les penseurs du structuralisme pour fonder une analyse de ce qu'est le moment, le présent des sciences sociales. C'est un diagnostic du présent. Que font les sciences sociales aujourd'hui, les sciences humaines aujourd'hui? Elles ne s'occupent plus de l'homme, elles s'occupent des systèmes, des structures. Le savoir n'a pas toujours pris pour objet l'homme, et l'homme, l'humanisme et donc la phénoménologie ne sont qu'un moment de l'histoire de la pensée
que l'on est en train de quitter au moment où il écrit. Et il cite Lévi-Strauss, Dumézil, Lacan et les linguistes. Le moment dans lequel il écrit est un moment où il y a une rupture. Quelque chose de nouveau est en train d'apparaître. Et c'est l'analyse structurale qui ne prend plus l'homme pour objet, mais qui prend pour objet structures et systèmes. Dans le moment d'affrontement théorique entre deux positions fortes comme celle de Sartre et celle de Lévi-Strauss, on a aussi reproché à Lévi-Strauss et au structuralisme d'avoir tué le sujet. On parlait de la mort du sujet. Alors, de quoi s'agissait-il dans ces années 60-70 ? La fameuse phrase qui a fait couler tant d'encre et sur laquelle on a dit beaucoup de bêtises à la fin du livre de Foucault, les mots et de choses, quand il dit l'homme est en train de s'effacer comme le figure dessinée sur le sable, il veut être le philosophe du moment structuraliste. Il enregistre un moment, il fait le diagnostic d'un moment qui est aujourd'hui les sciences humaines ne s'intéressent plus à l'homme, mais à tout ce qui fait que l'homme est ce qu'il est, c'est-à-dire les structures du langage, les structures de la parenté, etc. Une pensée très déterministe au fond. Tout ce qui conditionne l'homme. Oui, en quelque sorte, oui. Donc c'est une pensée assez déterministe de manière tout à fait évidente. Évidemment, des penseurs comme Foucault, comme Derrida, comme Bourdieu n'ont pas cessé d'osciller entre les deux positions, puisqu'ils avaient été très marqués par Lévi-Strauss et ils se sont, on dirait, émancipés de l'existentialisme grâce en partie, notamment à Lévi-Strauss, mais ils gardaient aussi un intérêt pour l'idée d'une, notamment politique, d'une liberté possible. Et donc, si vous prenez quelqu'un comme Bourdieu était ethnologue au départ, ses premiers travaux portent sur l'ethnologie de la Kabylie. Si vous prenez quelqu'un comme Bourdieu, ces grands articles sur l'ethnologie de la Kabylie sont les tout premiers sont très 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 marqués par Lévi-Strauss, sont même du Lévi-Strauss mis en pratique dans ses propres analyses. Par la suite, il s'est détaché de Lévi-Strauss. Il a essayé justement avec la notion de stratégie de s'opposer à la notion de règle telle qu'elle fonctionnait chez Lévi-Strauss. Qu'est-ce que c'était cette stratégie chez Bourdieu ? C'est-à-dire que dans l'analyse du mariage, Lévi-Strauss essayait de voir quelles étaient les règles qui s'imposaient aux individus. Alors c'est le mariage avec la cousine croisée, etc. Bourdieu montre que il y a des règles, mais elles sont très très peu suivies. Et que ce qui détermine beaucoup le fonctionnement réel du mariage sont les stratégies. Et là, il a introduit une idée de la conscience, en tout cas. Ce sont des choix avec qui on va choisir de marier sa fille ou avec qui on va choisir de marier son fils dans telle et telle société. Et quel bénéfice on en tire. Quel bénéfice on en tire, de prestige, enfin économique, mais surtout de prestige. Donc son ethnologie de la Kabylie lui a permis de forger cette idée de stratégie qui lui permet de sortir de l'opposition entre la liberté simple, ça serait simplement un choix, ou la règle qui s'imposerait de manière inévitable. La stratégie, c'est il y a des règles, il y a des jeux dans la règle, il y a des stratégies qui sont déterminées par des structures très importantes qui sont la structure du prestige dans une société et la structure de la honte. Prestige et honte étant comment dire, ne sont pas simplement des sentiments personnels ou des représentations, ce sont des structures sociales qui s'imposent à vous. Donc il y a ici une structure, mais la stratégie est un jeu dans la structure qui échappe à l'idée d'une règle qui serait totalement rigoureuse. Cela dit, Lévi-Strauss aurait répondu que quand il analyse la règle, il sait bien qu'elle ne s'applique pas toujours, qu'elle ne s'applique peut-être pas beaucoup, mais qu'il y a quand même une règle et qu'on peut l'analyser. Donc ici, ça serait des niveaux différents, des registres différents d'analyse qui ne sont pas nécessairement opposés l'un à l'autre, mais évidemment quand on écrit et qu'on critique un auteur, on est toujours amené à durcir sa critique pour qu'elle soit claire et on est toujours un petit peu peut-être injuste. Enfin, et donc peut-être Bourdieu a pu être injuste avec Sartre et injuste avec Lévi-Strauss, dont il n'a jamais cessé de dire qu'il essayait de dépasser l'opposition. Il y avait cette opposition entre Sartre et Lévi-Strauss et il a voulu dépasser cette opposition en intégrant les apports de l'un et de l'autre, tout en les rejetant, se les réappropriant, les transformant. Donc, moi je trouve que les textes de Bourdieu sur l'ethnologie sont des textes superbes.
Mais je pourrais dire d'ailleurs que Bourdieu est resté, même s'il n'était plus lévi-straussien, Bourdieu est resté très 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 marqué par la pensée structurale, dans la mesure où tout son travail a consisté à montrer qu'on ne pouvait pas comprendre des phénomènes, des éléments, des goûts, sans les mettre en relation avec d'autres goûts. Le titre de son livre, La distinction, c'est un titre structuraliste. Ça veut dire que on n'existe que en se différenciant des autres. Le monde social est un ensemble non seulement de différences, mais de différenciation. Un goût n'a pas de sens en lui-même, un goût artistique ou un goût, le choix d'un sport, ça n'a pas de sens social en soi, ça a toujours un sens social par rapport au choix des autres. Si vous aimez le rugby, par exemple, c'est pas une pratique de l'aristocratie ou une pratique des classes populaires. C'est né comme une pratique de l'aristocratie dans les collèges anglais au 19e siècle, comme le sport de l'aristocratie. C'est devenu un sport populaire, mais l'aristocratie fait autre chose. Elle fait du tennis, puis du golf, puis de l'escrime, etc. Donc le système des goûts est un système de relation entre des goûts. Et chaque goût ne prend sa signification sociale et distinctive que par rapport au goût des autres. Donc, je dirais que Bourdieu est resté très, très, très profondément marqué par le structuralisme. D'ailleurs, on pourrait dire que sa pensée est une pensée structurale ou, comme il aurait préféré dire, une pensée relationnelle. Mais la pensée de la relation, c'est forcément une pensée de la structure, puisqu'il faut bien, à un moment donné, voir qu'il y a des relations et ne pas se contenter d'observer. Bon, on a des exemples très frappants. Par exemple, quand les 4 saisons de Vivaldi ont été redécouvertes, c'était une découverte musicologique, vraiment pour une sorte d'élite savante qui s'intéressait à la musique. Et puis c'est devenu une musique que vous entendez dans les supermarchés ou quand vous attendez au téléphone pour que le service que vous cherchez à joindre daigne vous répondre. Donc ici, les 4 saisons de Vivaldi peut passer d'un statut très élevé à un statut très bas. Indépendamment de la valeur. C'est ça. Didier Ribon, il a été beaucoup reproché au structuralisme d'être hors de l'histoire, ahistorique. De quoi s'agissait-il ? Oui, on a reproché au structuralisme de nier l'histoire et même la possibilité de l'histoire, puisque quand on parle d'une structure, on sous-entend toujours que cette structure n'est pas sujette à la variation historique et à la possibilité d'une transformation. Sartre a beaucoup reproché ça, la négation de l'histoire, la négation de la praxis, que devient la pratique humaine dans cette structure, si c'est la structure qui détermine tout. Et donc, tout ce débat entre Sartre et Lévi-Strauss, d'ailleurs, sur la question de l'histoire, il me semble qu'un certain nombre de gens l'ont dépassé cette opposition, comme Foucault, par exemple, qui, dans Histoire de la folie, il analyse une structure, comment dans un état donné de la vie sociale s'installe une structure qui exclut les fous. Mais c'est aussi un livre, il analyse comment ça s'installe et comment ça se transforme. Donc Foucault a dépassé cette opposition de la structure et de l'histoire.